L'être humain, par nature, a tendance à se méfier des inconnus car il ne les connaît pas bien. En revanche, il fait généralement confiance à ses proches de manière totale. Pourtant, parfois, la trahison peut venir de ceux qui lui sont les plus proches. Préparez-vous, car l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est très émouvante, d'autant plus que la trahison est venue d'une personne chère. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et bienvenue sur ma chaîne Mister Pierre. Pour les nouveaux abonnés qui visitent la chaîne pour la première fois, si vous aimez les histoires basées sur des faits réels, cette chaîne a été créée pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, chaque lundi et jeudi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 janvier 1976, dans une petite ville nommée Estacada, dans l'État de l'Oregon aux États-Unis, un garçon nommé Daniel Alcett est né. La famille de Daniel vivait dans une ferme où il travaillait, s'occupait des animaux, cultivait des légumes et les vendait. C'était leur travail. En grandissant, le père de Daniel l'a impliqué dans les travaux de la ferme et lui a appris tout ce qu'il savait, ce qui l'a rendu responsable et autonome en grandissant. Daniel était une personne qui valorisait la famille. Et lui et sa famille étaient toujours ensemble, faisant tout ensemble. Il aimait vraiment ça et disait que la famille devait être ainsi, où tout le monde s'entraide et se soutient mutuellement. En grandissant et en atteignant le lycée, Daniel est devenu un beau jeune homme, grand, actif et toujours souriant. À cause de cela, les gens aimaient être en sa compagnie car il ne les ennuyait jamais. En parallèle de ses études, il a commencé à apprendre à jouer du piano et grâce à son intelligence, il a rapidement maîtrisé cet instrument. Il enseignait aussi à ses amis. Quand il rentrait à la ferme de sa famille, il les aidait dans les travaux là-bas. Il s'intéressait beaucoup à tout ce qui touchait à la technologie et aux ordinateurs, un domaine qu'il aimait énormément. En résumé, Daniel vivait une vie idéale pour lui et était une personne appréciée. Il faisait tout ce qu'il aimait et, bien sûr, sa famille était toujours à ses côtés pour le soutenir dans tout ce qu'il voulait entreprendre. Cependant, en 1994, un événement est littéralement venu briser Daniel. Son père souffrait d'une maladie cérébrale et comme toute personne malade, il consultait un médecin et prenait ses médicaments. Mais un jour de 1994, sans avertissement, il est décédé. Daniel était extrêmement proche de son père. Ils étaient comme des amis. Et il n'a pas pu accepter l'idée de la séparation, ni celle qu'il ne le reverrait plus jamais. Daniel a traversé la période la plus difficile de sa vie à ce moment-là, mais finalement, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à surmonter cette épreuve et à continuer sa vie sans son père. En 1995, Daniel a terminé ses études secondaires et est allé dans une autre ville appelée Salem pour étudier à l'université là-bas, où il s'est spécialisé en musique. Il a obtenu son diplôme et est allé dans une autre université située à Salem, où il a commencé à étudier la gestion des affaires. Il a également obtenu un diplôme en gestion des affaires. Là-bas, il a rencontré une jeune femme née et élevée dans cette ville, nommée Elizabeth. Elizabeth, comme Daniel, était toujours occupée avec de nombreuses passions, et elle se battait sans cesse pour réaliser ses rêves. De plus, elle était mannequin. Ils se ressemblaient beaucoup physiquement, tous deux d'une beauté remarquable. Même dans leur personnalité, ils partageaient les mêmes ambitions et se battaient pour réaliser leurs rêves, ce qui les faisait paraître, aux yeux des autres, comme un couple parfait. En 2001, Daniel et Elizabeth se sont mariés et par la suite, ils ont eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. En 2005, ils ont déménagé à Las Vegas car Daniel y avait trouvé un bon emploi dans le domaine de l'informatique, un domaine qu'il aimait et maîtrisait, comme je vous l'ai déjà dit. Après avoir vécu quelque temps à Las Vegas, Elizabeth a décidé de suivre ses rêves d'enfance, à savoir travailler dans le domaine de la politique. Depuis qu'elle était petite, elle rêvait d'occuper une fonction politique. Quand elle en a parlé à Daniel, il lui a dit « Quoi que tu fasses, tu me trouveras toujours à tes côtés ». Elle lui a alors répondu « Je veux me présenter au Sénat et j'ai besoin de mener une campagne électorale. Tu sais que cela demande beaucoup de temps et je devrais être souvent absente de la maison. » Il lui a répondu « Aucun problème,
je vais m'occuper de mon travail. Et, quand je rentrerai, je prendrai soin des enfants. Concentre-toi uniquement sur tes rêves. Je te soutiendrai toujours et t'aiderai à les réaliser. » Effectivement, elle s'est présentée et a mené une grande campagne électorale, se battant pour remporter les élections. Pendant ce temps, son mari allait travailler et en rentrant à la maison, il s'occupait des enfants, leur préparait à manger, les emmenait se promener. Et le soir, après les avoir couchés, il restait éveillé pour travailler. Ce grand sacrifice qu'il a fait n'a pas été vain. Le 22 novembre 2010, sa femme a remporté les élections et a obtenu un siège au Sénat, devenant ainsi la plus jeune candidate à accéder à ce poste à seulement 27 ans. Bien sûr, cette réussite a rempli Daniel de joie, car il l'avait soutenue et s'était sacrifié pour qu'elle atteigne son objectif. Cependant, après la victoire d'Élisabeth aux élections, leur vie idéale s'est transformée en chaos et en problème. Depuis qu'Élisabeth a occupé ce poste, Daniel a remarqué qu'elle devenait de plus en plus proche d'un autre homme nommé Tiger Hillgreen, qui travaillait avec elle. Élisabeth ne le quittait plus. Ils sortaient ensemble, mangeaient ensemble, et même quand elle était à la maison, ils s'envoyaient des messages. Bien sûr, cela ne plaisait pas à Daniel, qui lui demandait toujours pourquoi elle parlait avec cet homme, et il lui disait que la situation devenait incontrôlable. Elle lui répondait qu'il n'y avait rien entre eux et lui demandait de ne pas s'immiscer dans sa vie privée. Voyant que sa femme ignorait ses paroles, il est allé voir cet homme nommé Tiger et lui a dit « S'il te plaît, éloigne-toi de ma femme et laisse-nous vivre en paix. Ne détruis pas ma famille. » Cependant, les messages et les appels n'ont pas cessé, bien au contraire. Tiger et Élisabeth sont devenus encore plus proches. Les choses en sont arrivées à un point critique, particulièrement le 11 octobre 2011, quand Élisabeth est partie seule avec Tiger pour un voyage d'affaires. Daniel se disait « Ma femme me trompe à 100% avec cet homme. Il est resté à la maison à l'attendre jusqu'à son retour. Dès qu'elle est entrée, il s'est précipité vers elle et lui a demandé « Pourquoi me trompes-tu » Elle lui a répondu « C'est juste un collègue de travail, rien de plus. » Ce voyage était uniquement professionnel. Daniel a répliqué « Tu me trompes avec lui, c'est évident. Ne nie pas cela. » Ils ont commencé à se disputer violemment. Et finalement, Élisabeth a crié « Ça suffit, laisse-moi tranquille. » Daniel est alors sorti de la maison, visiblement en colère, et est allé prendre l'air. 5 jours sont passés depuis cette dispute, et Daniel et Élisabeth n'ont pas échangé un mot durant cette période. Le 6e jour, Élisabeth est allée à la police et a accusé son mari de l'avoir harcelée sans son consentement. Les policiers sont venus arrêter Daniel chez lui. Déconcerté, il leur a demandé « Qu'ai-je fait? Que voulez-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous » Ils ont répondu « Vous avez harcelé votre femme. » Ce fut un choc immense pour Daniel, qui ne s'attendait jamais à ce que sa femme l'accuse d'une telle calomnie. Au tribunal, elle a commencé à pleurer et à prétendre qu'il l'avait harcelée et fait ceci et cela. Finalement, Daniel a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis, ce qui signifiait qu'au moindre faux pas, il irait en prison. En plus de cela, une note a été inscrite dans son dossier indiquant qu'il était un harceleur sexuel. Par la suite, il a immédiatement demandé le divorce et la garde de leurs 3 enfants. Cependant, en raison de la mention de harceleur sexuel dans son dossier, on ne lui a pas accordé la garde, qui a été donnée à leur mère. Cela signifiait que ses enfants vivraient avec leur mère et qu'il ne pourrait les voir que très rarement. Dans le chaos du divorce et de la garde des enfants, des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville selon lesquelles Élisabeth trompait son mari avec cet homme nommé Tiger. Personne ne pouvait plus la supporter, car pendant sa campagne électorale, elle prônait le mariage et disait aux gens qu'ils devaient être fidèles pour préserver leur relation. Et au final, c'est elle qui avait trahi son mari. Les gens ont alors commencé à dire « La personne qui nous encourageait à être fidèles est celle qui a trahi. » Élisabeth a bien sûr nié tout cela et a défendu sa position en disant « Durant tout mon mariage, je n'ai jamais trompé mon mari. Et la personne dont vous parlez n'est qu'un ami. » Elle a ajouté que tout cela n'était qu'une rumeur infondée et que c'était une grande injustice à son égard. Malgré cela, personne ne l'a cru, et le Sénat l'a obligée à démissionner de son poste et à se retirer de la politique. À ce moment-là,
Élisabeth a été submergée de colère, car le grand rêve qu'elle avait bâti depuis son enfance, pour lequel elle avait tant lutté, s'était effondré. Finalement, elle a emmené ses enfants en Alaska, laissant Daniel seul à Las Vegas, au bord de la folie. Elle a fait tout cela pour se venger de lui, en lui retirant ses enfants, car elle savait très bien que la chose la plus précieuse dans la vie de Daniel était ses enfants. Elle les lui a donc pris et l'a laissé seul. Imaginez qu'Élisabeth, une fois arrivée en Alaska avec ses enfants, a emménagé avec un homme. Et qui est cet homme selon vous? Oui, c'est Tiger Hillgreen, le même Tiger qu'Élisabeth avait défié devant le monde, en affirmant qu'elle ne tromperait pas son mari avec lui. Mais peu de temps après, ils se sont mariés et se sont installés ensemble en Alaska. C'est étonnant, car au début, elle disait qu'il n'était qu'un collègue de travail, et maintenant, elle est devenue sa femme. Malgré tout cela, Daniel a réussi à passer à autre chose et est resté concentré sur son travail. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il se rendait en Alaska pour voir ses enfants et revenait ensuite. Avec le temps, il a rencontré une autre femme nommée Bogdana et l'a épousée. Il menait une bonne vie avec elle au début. Ils s'entendaient bien et se respectaient mutuellement. Après son mariage avec Bogdana, il publiait souvent des photos sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires soulignant que l'on devait toujours rester positif et s'aimer soi-même pour gagner l'amour des autres. Ces publications tournaient principalement autour du bonheur et de la manière de vivre sereinement malgré les problèmes et les pressions quotidiennes. Naturellement, bien qu'il fût marié, dès qu'il le pouvait, il partait en Alaska pour voir ses enfants. À chaque visite, il prenait des photos avec eux et les publiait sur Instagram en affirmant que ses enfants étaient les personnes les plus précieuses de sa vie. La vie de Daniel semblait stable, mais en 2019, les problèmes ont commencé à refaire surface dans son foyer, entre lui et Bogdana. Il n'existe pas de détails précis sur la nature de ces problèmes, mais on dit qu'ils étaient importants. C'est ainsi qu'en 2019, ils se sont séparés et Daniel est redevenu célibataire. Cependant, peu après son divorce, il a enfin reçu une bonne nouvelle. Cette nouvelle était que son ex-femme, Élisabeth, ainsi que leurs enfants, allaient revenir vivre à Las Vegas, la ville où ils résidaient. Elle ne revenait pas pour rapprocher les enfants de leur père, mais parce qu'elle ne supportait plus de vivre en Alaska et préférait retourner à Las Vegas. Daniel était ravi, car ses enfants allaient aimer vivre près de lui, ce qui lui permettrait de les voir quand il le souhaitait. Effectivement, dès leur retour à Las Vegas, il les voyait presque tous les jours. Ils sortaient ensemble et les enfants venaient souvent chez lui. De plus, maintenant qu'ils étaient plus grands, c'étaient eux-mêmes qui demandaient à leur mère de voir leur père, notamment la plus jeune, Syrah, qui avait alors 16 ans. Elle ne voulait plus vivre avec sa mère et a décidé de s'installer chez son père, affirmant qu'elle souhaitait vivre avec lui, malgré la loi qui stipulait qu'elle devait rester avec sa mère. Syrah n'a tenu compte ni de la loi ni des exigences de sa mère, voulant simplement vivre avec son père, ce qu'elle a fait. Voyant que sa fille souhaitait vivre avec lui et avait besoin de lui, Daniel a décidé d'intenter une action en justice contre Élisabeth pour obtenir la garde de sa fille, afin qu'il ne reçoive plus d'avertissement, l'obligeant à la renvoyer chez sa mère. Le procès s'est déroulé en ligne, sans audience physique. Daniel a expliqué au juge que l'environnement chez Élisabeth n'était pas propice à l'éducation des enfants, et a ajouté que, lorsqu'elle était venue vivre avec lui, il avait découvert que Syrah souffrait de troubles psychologiques causés par la pression et les mauvais traitements infligés par sa mère. Il a également précisé qu'il l'avait emmenée consulter un psychologue pour qu'elle soit traitée pour ses problèmes, et a appuyé ses propos avec une lettre écrite par sa fille Syrah. Et il a commencé à lire cette lettre dans laquelle Syrah disait qu'elle ne voulait pas vivre avec sa mère et qu'elle était heureuse de vivre avec son père. Élisabeth, bien sûr, a immédiatement pris la défense d'elle-même en affirmant que Daniel mentait et qu'il n'était pas apte à être un père. Et elle a ajouté que c'était probablement lui qui avait écrit cette lettre en prétendant que Syrah en était l'auteur. Le juge les a bien écoutés et, à la fin, il leur a dit qu'ils devaient résoudre ces conflits entre eux pour éviter de nuire à leurs enfants. Lors de cette audience, il n'a pas rendu de verdict sur la garde, laissant encore en suspens la décision de savoir si l'enfant resterait avec le père ou la mère. À chaque séance, ils se disputaient de plus en plus. Finalement, en 2021, le juge a rendu son jugement, disant à Daniel qu'il devait rendre la fille à sa mère.
Ce jugement a choqué Daniel, car sa fille était sa compagne dans la maison. Et maintenant, elle devait partir, le laissant seul. Il l'a donc conduite chez sa mère et lui a dit qu'elle devait rester là avec elle, en lui promettant qu'il viendrait la voir chaque jour et qu'ils passeraient du temps ensemble. Il est ensuite rentré chez lui, mais la nuit, Syrah s'est échappée en douce de la maison de sa mère et est retournée chez son père en pleurant, le suppliant de ne pas la renvoyer là-bas, affirmant qu'elle voulait vivre avec lui et non avec sa mère. Daniel a pris sa fille dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle resterait toujours avec lui et qu'il ne la renverrait pas. Depuis lors, Syrah vivait avec son père, malgré l'opposition de sa mère et les avertissements répétés du tribunal qui exigeaient qu'il ramène la fille chez sa mère. Mais la fille ne voulait pas partir et Daniel l'encourageait à rester, car lui non plus ne voulait pas qu'elle parte. Daniel était heureux d'avoir sa fille avec lui et de ne plus vivre seul. Cependant, parfois, quelqu'un ou quelque chose vient tout bouleverser, et ce qui va suivre dans cette histoire vous surprendra. Le matin du 8 avril 2021, des retraits d'argent ont commencé à être effectués subitement à partir du compte bancaire de Daniel, et ce depuis 2 distributeurs automatiques différents. En l'espace de 10 minutes, une autre somme a été retirée d'un autre distributeur, puis encore une fois d'un autre distributeur. Le compte bancaire d'où l'argent était retiré appartenait à Daniel, mais il était conjoint avec son ex-femme, Bogdana, lorsqu'ils étaient mariés. Après leur séparation, ce compte bancaire est resté à leurs 2 noms. En réalité, ce compte appartenait à Daniel, et l'argent qui s'y trouvait était le sien, mais Bogdana avait toujours accès à l'application liée à ce compte bancaire. En effet, si Daniel effectuait un retrait, elle recevait une notification indiquant qu'une somme avait été retirée. Malgré leur séparation, ils étaient restés amis, et Bogdana n'avait jamais jugé nécessaire de se déconnecter de cette application. Mais ce matin du 8 avril 2021, elle a remarqué que des retraits étaient effectués à partir de différents endroits, ce qui n'était pas dans les habitudes de Daniel. Elle s'est dit alors, peut-être que quelqu'un lui a volé sa carte bancaire et effectue ses retraits sans son accord. Elle prit son téléphone et commença à appeler Daniel pour vérifier si c'était vraiment lui qui retirait de l'argent de cette manière, ou si quelqu'un d'autre était en train de voler son argent. Mais il ne répondit pas à son appel. Elle réessaya des dizaines de fois, mais sans succès. Bogdana avait le numéro de téléphone de la mère de Daniel, qui s'appelait Christine. Comme je l'ai déjà mentionné, malgré sa séparation d'avec Daniel, la relation entre eux était restée bonne, et même sa relation avec la mère de Daniel avait continué ainsi. La mère de Daniel, Christine, était très proche de son fils, et ils se parlaient presque quotidiennement. Daniel lui racontait tout ce qui se passait dans sa vie, et elle aussi lui disait tout. Ils étaient comme des amis, et on n'aurait pas dit qu'elle était sa mère. Bogdana appela alors Christine, la mère de Daniel, et lui dit que cela faisait un bon moment qu'elle essayait de joindre Daniel, mais qu'il ne répondait pas à ses appels. Elle lui demanda si elle pouvait entrer en contact avec lui et lui demander s'il retirait de l'argent de son compte bancaire, car quelqu'un faisait des retraits dans différents endroits. Elle ajouta qu'elle soupçonnait que ce n'était peut-être pas Daniel qui faisait ses retraits et que quelqu'un d'autre avait peut-être volé sa carte bancaire et retiré l'argent. Christine remercia beaucoup Bogdana et lui dit « Je vais appeler Daniel maintenant et vérifier ». Et en effet, juste après avoir terminé sa conversation avec Bogdana, elle commença à appeler son fils Daniel, mais lui non plus ne répondit pas à ses appels. Christine commença à ressentir un peu d'inquiétude, car son fils avait alors 45 ans et jamais, pas un seul jour, il n'avait ignoré ses appels. Elle se dit « Je vais appeler sa fille, Syrah, car je sais qu'elle vit maintenant avec lui. » Elle essaya de l'appeler, mais Syrah ne répondit pas non plus. Finalement, Christine lui envoya un message disant « Bonjour Syrah, je voulais te demander où est ton père, Daniel, et pourquoi il ne répond pas au téléphone. » Syrah ne répondit pas tout de suite, mais après un moment, elle lui envoya un message disant que le téléphone de son père était en panne et qu'il allait le faire réparer le lendemain après-midi, après quoi il l'appellerait. Christine trouva cela étrange, car son fils, même avec un téléphone en panne, aurait pu la contacter via Instagram, car il passait la plupart de son temps sur cette application. Deuxièmement, pourquoi Syrah n'avait-elle pas répondu à son appel et s'était contentée d'envoyer un message ? Habituellement, quand quelqu'un l'appelait, elle répondait.
Pourquoi aujourd'hui avait-elle seulement envoyé un message? Finalement, Christine se dit « Je dois chasser ces doutes de mon esprit. Demain matin, j'appellerai mon fils Daniel et il me dira exactement ce qui se passe. » Le lendemain, vers 10 heures du matin, Christine tenta de nouveau de joindre sa petite fille Syrah, mais sans succès. Elle lui envoya alors un autre message disant « Donne le téléphone à mon fils Daniel pour que je puisse lui parler, car j'ai quelque chose d'important à lui dire. » Mais toujours sans réponse. Le temps passa et finalement, Syrah répondit avec un message disant « Mon père ne peut pas te parler maintenant. Il est en train de prendre une douche. » Cela fut l'alerte finale pour Christine. Elle commença à se dire « Quelque chose de grave est arrivé à mon fils et à sa fille. Probablement, quelqu'un d'autre m'envoie ces messages, et ce n'est pas Syrah. Il est possible que quelqu'un leur ait volé leur téléphone et soit en train de communiquer avec moi. » Christine ne pouvait pas se rendre chez son fils car elle était dans une autre ville. Que fit-elle alors? Elle contacta une dame nommée Peggy, qui était la propriétaire de la maison dans laquelle vivait Daniel, c'est-à-dire celle qui lui avait loué la maison, et qui était aussi son amie. Lorsqu'elle l'appela, elle lui demanda d'aller chez Daniel et de vérifier que lui et sa fille allaient bien. Elle lui dit « Je t'en prie, assure-toi que mon fils et sa fille vont bien, car cela fait presque 2 jours que j'essaie de le joindre. Mais il ne me répond pas. » Après cet appel, Christine contacta immédiatement la police et leur dit « Cela fait 2 jours que j'essaie de joindre mon fils, mais il ne me répond pas. Je l'ai attendu pour qu'il me rappelle, mais il ne l'a pas fait. » Elle leur donna ses informations personnelles et son adresse, puis les supplia d'aller vérifier s'il allait bien, lui et sa fille. Peggy, la dame que Christine avait contactée avant d'appeler la police pour lui demander de vérifier l'état de Daniel, se rendit chez lui avec ses amis pour voir s'il allait bien. Elles arrivèrent avant la police. Quand elle frappa à la porte, personne ne lui ouvrit. Elle fit le tour de la maison à la recherche de sa voiture, mais ne la trouva pas. Elle dit alors à ses amis « La voiture de Daniel n'est pas là, il est peut-être parti quelque part. » Malgré cela, elle retourna à la porte et frappa de nouveau. Quand elle posa la main sur la poignée, elle découvrit que la porte était ouverte, ce qui l'étonna, car elle savait que Daniel ne laissait jamais sa porte déverrouillée. Cependant, elle n'y prêta pas grande attention et entra dans la maison avec ses amis pour voir ce qui s'y trouvait. À peine 2 minutes s'étaient écoulées qu'elles sortirent en courant de la maison en criant. L'une d'entre elles appela la police, tremblante, incapable même de décrire exactement ce qu'elle avait vu. Peu après, la police arriva sur les lieux et entra dans la maison. Ils y trouvèrent une scène horrifiante, un corps brûlé et partiellement mutilé. Lorsqu'ils l'emmenèrent pour autopsie, ils découvrirent qu'il s'agissait de Daniel Halsett. La question qui se pose alors est « Que s'est-il passé à Daniel? Qui lui a fait ça? Et où est Sierra, sa fille, qui vivait avec lui ?» La première démarche de la police fut de contacter Elisabeth, la mère de Sierra, pour lui demander si sa fille était revenue chez elle. Elle leur répondit « Je n'ai pas revu ma fille depuis le jour où elle s'est enfuie de chez moi pour rejoindre la maison de son père. » Ensuite, les enquêteurs se rendirent dans les banques pour visionner les enregistrements des caméras de surveillance afin de découvrir qui avait retiré l'argent de Daniel. Ils virent qu'un jeune homme et une fille étaient ceux qui retiraient l'argent de divers guichets. Après avoir retiré l'argent, ils étaient allés dans un magasin où ils avaient acheté des gants, des produits de nettoyage et un liquide inflammable avant de se rendre directement chez Daniel. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans la maison de Daniel, je vais vous parler de ce jeune homme et de la fille qui était avec lui. Le jeune homme que les caméras de la banque avaient enregistré en train de retirer de l'argent s'appelait Aaron Guerrero et il avait 18 ans. Quant à la fille, c'était Sierra Halsett, la propre fille de Daniel. Lorsque les 2 jeunes sont entrés chez Daniel, ils ont commencé à lui parler. Mais après qu'il ait détourné son attention vers la télévision, sa fille et son ami lui ont sauté dessus et ont commencé à le poignarder. Imaginez, ils l'ont poignardé 70 fois, la majorité des coups étant portés dans son dos et l'arrière de sa tête. Preuve qu'il ne s'attendait pas du tout à cela, parce que Daniel aimait ses enfants à la folie, et particulièrement cette petite fille qu'il appelait toujours « mon petit ange ». C'est pourquoi il leur a tourné le dos, à elle et à son copain.
et a continué à regarder la télévision, car il n'aurait jamais imaginé que sa fille pourrait un jour lui faire du mal. Malheureusement, il avait tort, et c'est sa précieuse fille qui l'a tuée, bien sûr. Pas toute seule. Ce garçon irresponsable qui était avec elle y a aussi participé. Après avoir mis fin à sa vie, ils ont commencé à le découper. Mais ils n'ont pas pu tout couper, alors ils ont décidé de le laisser tel quel. Pour ne pas laisser de preuves derrière eux, ils ont pris des produits de nettoyage qu'ils avaient achetés dans ce magasin dont je vous ai parlé, et ils ont commencé à nettoyer les murs et le sol. Voyant que cela ne fonctionnait pas, ils ont décidé de tout brûler. Dans sa propre maison, dans son salon, ils ont allumé un feu qui a brûlé Daniel et le mobilier. Cependant, comme l'incendie n'était pas suffisamment intense, il n'a pas détruit toute la maison. Seul Daniel, le salon et ses meubles ont été consumés. Au moment où Christine, la mère de Daniel, a envoyé un message à Syrah disant « Je veux parler à mon fils maintenant car j'ai quelque chose d'urgent à lui dire », Syrah lui a répondu qu'il ne pouvait pas lui parler car il prenait une douche. C'était précisément à ce moment-là qu'ils incendièrent la maison. Une fois ce désastre terminé, Syrah et son ami ont pris la voiture de Daniel et se sont dirigés vers une autre ville appelée Salt Lake City. Alors, la question est, qu'a fait la police pour les arrêter? Tout d'abord, lorsque les policiers sont allés vérifier les caméras des banques pour voir qui avait retiré de l'argent sur le compte de Daniel, ils ont découvert que c'était ce jeune homme qui l'avait fait, accompagné de la fille de Daniel. Ils ont recherché l'identité de ce garçon, et bien sûr, ils ont pu savoir qui il était et obtenir toutes ces informations. Ils ont pris leurs photos, à lui et à Syrah, ainsi que leurs informations, et les ont diffusées dans tous les commissariats des États-Unis, en demandant que s'ils étaient vus quelque part, qu'on les arrête car ils étaient suspects dans une affaire de meurtre. Après avoir pris la voiture de Daniel, Syrah et son ami se sont rendus dans la ville dont je vous ai parlé plus tôt. Ils y sont restés environ 4 jours. Le 4e jour, ils sont montés dans un bus sans acheter de billets. Lorsque les contrôleurs sont montés à bord pour vérifier les billets des passagers, ils ont découvert que Syrah et Aaron n'avaient pas acheté de billets. Ils leur ont alors demandé leurs informations. Lorsqu'ils ont recherché leur nom dans la base de données, ils ont découvert qu'Aaron Guerrero était recherché par la police de tout le pays, lui et la fille qui était avec lui. Ils les ont alors retenus sur place jusqu'à ce que la police arrive. Lorsque les policiers sont arrivés et les ont emmenés au commissariat, ils ont fouillé leur téléphone et trouvé dans celui de Syrah une vidéo qui confirmait à 100% qu'ils étaient les coupables. Même si tout était déjà clair sans cette vidéo, dans celle-ci, on pouvait voir Syrah et Aaron en train de rire, disant que c'était le 3e jour après avoir tué quelqu'un. Syrah riait et ajoutait « Ne dis pas ça devant la caméra ». Je sais maintenant que vous vous demandez pourquoi Syrah s'est retourné contre son père et lui a fait tout ça, alors qu'il l'aimait tant et avait tout fait pour qu'elle vive avec lui dans sa maison. C'est tout simplement parce que Syrah était follement amoureuse de ce garçon nommé Aaron, et lui aussi l'aimait à la folie. Un jour, Daniel a surpris Syrah au téléphone avec lui, planifiant de s'enfuir ensemble dans un endroit lointain. Daniel n'a bien sûr pas aimé cela et est allé en informer Elisabeth. Il lui a dit que Syrah était en relation avec un jeune homme et qu'il prévoyait de s'enfuir. Elisabeth s'est alors rendue chez les parents d'Aaron et les a informés en disant « Votre fils est en relation avec ma fille et il prévoit de s'enfuir. » Les deux familles ont convenu que, dans l'intérêt de leurs enfants, c'est-à-dire Aaron et Syrah, ils devaient arrêter de se voir et de se rencontrer. Cela n'a évidemment pas plu aux deux amoureux car ils s'aimaient beaucoup. À cette époque, Syrah vivait avec son père, et c'est lui qui l'avait entendu parler au téléphone et planifier sa fuite avec son petit ami. Il a été le premier à les dénoncer, c'est-à-dire qu'il est la raison pour laquelle elle ne voyait plus son amoureux. Syrah a donc mis tout le blâme sur son père, bien qu'il ne soit pas le seul à avoir décidé d'arrêter cette relation, puisque la décision venait aussi de sa mère et de la famille d'Aaron. Pourtant, elle a rejeté toute la faute sur lui seul et a décidé de le tuer pour reprendre sa relation avec son amoureux comme avant et s'enfuir là où ils avaient prévu. Le jour où elle est allée avec son petit ami chez Daniel pour le tuer, lorsque Daniel les a vus, il leur a dit « Nous avons déjà convenu de mettre fin à votre relation. Vous devez arrêter de vous rencontrer. » Malgré cela, il les a laissés et n'a pas insisté. Alors qu'ils se tournaient vers la télévision comme si de rien n'était, soudainement, ils se sont jetés sur lui et ont commencé à le poignarder.
En résumé, Syrah a fait tout cela et s'est retournée contre la personne qui la soutenait le plus dans sa vie, uniquement pour ce garçon. Au tribunal, ils ont été tous les deux condamnés à la prison à perpétuité. Imaginez, elle n'avait que 16 ans et lui 18, et ils vont passer toute leur vie derrière les barreaux. Si Syrah a un tant soit peu de conscience, elle sera rongée par les remords et se repentira d'avoir fait cela à la personne qui l'aimait le plus dans sa vie entière. C'était l'histoire d'aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve pour une nouvelle histoire. À bientôt.